Voilà. Donc, alors bonjour à tous, bonjour à nos trois intervenants qui ont accepté de participer à cette table ronde Résilience dans les territoires, de quoi parle-t-on dans le cadre du séminaire de formation du Collège européen de Cluny. Je vous les présente rapidement avant leur présentation. Donc, Francis Maréchal, qui est élu adjoint au maire de Los Angeles, Stéphane Vincent, qui est délégué général de la 27e région, et Manon Loisel, qui est maîtresse de conférence associée au CNAM, conseillère en stratégie, consultante en stratégie territoriale, alors je ne sais plus si c'est une association, en tout cas de l'organisation partie prenante, on pourra nous repréciser tout ça Manon tout à l'heure. Donc on va commencer tout de suite avec vos interventions. L'idée étant que, avec vos expériences différentes, vous allez pouvoir apporter une diversité de points de vue sur cette thématique de la résilience. On est très heureux d'avoir, pour commencer cette discussion, le témoignage de Francis Maréchal, donc, qui est élu à Los Angeles. Et Los Angeles, qui est une commune qui fait vraiment référence non seulement au niveau français, national, mais y compris, je pense, au niveau européen, voire mondial. Alors Stéphane, qui regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs en Europe et dans le monde sur ces thématiques, pourra probablement nous en parler aussi. Mais pour commencer, donc Francis, j'avais envie de vous poser la question. Vous avez une expérience d'élu sur un territoire qui se bâtit une stratégie de résilience depuis une trentaine d'années. Donc à l'époque, pour faire face au choc qui était la crise du bassin minier dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc moi, j'avais envie dans votre témoignage, d'entendre à la fois cette histoire-là, de comment une commune comme Los Angeles se construit une stratégie de résilience, et comment une commune qui est parvenue à bâtir cette stratégie a encaissé la crise sanitaire qu'on a connue. Euh, Est-ce que ça a suffi de se bâtir pendant 30 ans une stratégie de résilience autour de la question économique pour faire face au choc sanitaire? Donc, je vous laisse une quinzaine de minutes pour nous faire cette présentation. Euh, et puis après, on poursuivra avec Stéphane. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, c'est très heureux de participer à cette table ronde. Si on peut partager je vais partager mon écran, mais si on peut aussi partager, comment dirais-je, son expérience, ben c'est parfait. Voilà. Donc, je partage l'écran. Voilà. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de cette expérience. Effectivement, c'est une expérience de 30 ans. Donc, c'est un peu compliqué de résumer en quelques minutes, mais néanmoins, je vais essayer de le faire. Donc déjà, sur la première image, vous voyez bien qu'on est dans un endroit un petit peu atypique. On est en plein bassin minier, d'où l'image avec à la fois du territoire agricole, c'est notre origine, avant les mines, c'était bien un territoire agricole, et au fond, les terris, qui sont d'ailleurs les plus hauts d'Europe et qui sont aussi classés aujourd'hui. Pardon, je me trompe. Voilà. Alors, le bassin minier, pour donner quelques idées, c'est quand même à peu près 100 km de long, depuis la frontière belge jusque vers l'ouest. C'est 1,2 million d'habitants. Et pour donner une idée aussi de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé, c'est 100 000 km de galeries creusées sous ce sous-sol. Enfin, tous les petits points rouges que vous voyez sur la carte sont en fait des puits de mine. Et en dessous, évidemment, un nombre incalculable de galeries dans tous les sens. Voilà. Donc des sous-sols complètement bouleversés, de pollution, des séquelles sociales très lourdes. Et donc ça fait une crise qui dure depuis 30 ans et que nous, personnellement, ici à Los Angeles, on essaye de tourner. Voilà, un territoire en crise parce que effectivement, même politiquement, vous avez pu regarder, il y a un développement des votes extrêmes assez important dans notre secteur, avec un niveau de pauvreté, de chômage quand même assez élevé. Voilà. Et particularité de notre territoire, nous on a un peu de chance, c'est qu'on a un territoire mixte dans lequel la partie agricole est bien conservée. Et toute la partie sud, toute la partie minière est dans la partie sud sur la carte que vous voyez, avec évidemment beaucoup de friches industrielles, une population de l'ordre de 6 500 habitants aujourd'hui. L'os a l'habitude d'avoir été détruit, au cours de son histoire, a été détruit 5 fois.
et en dernier lieu, évidemment, pas à la guerre 14. On a donc ensuite 136 ans, 9 puits de mines, etc. Beaucoup de nationalités différentes qui sont venues travailler dans le bassin minier. Cet héritage, c'est évidemment 9 puits de mines, 8 terris, un affaissement de 15 mètres. Donc ça aussi, c'est un indicateur de ce qui s'est passé. La géologie a évidemment été bouleversée. 20% de notre territoire, ce sont des friches qu'on pourrait considérer comme des tâches, hein, mais en réalité, nous, on en a profité pour en faire des éléments positifs aujourd'hui. Il nous a fallu pas mal d'années. Moi, personnellement, avec Jean-François, le maire actuel, on avait fondé une association qui s'appelle la Chaîne des Terris, il y a une trentaine d'années, dans l'idée de dire, parce qu'à l'époque, on était vraiment ce qu'on appelle en plein pays noir, avec une crise sociale en pleine activité, c'était assez catastrophique. Et nous, notre idée, c'était de dire que les terris, et entre autres les friches, et le patrimoine des mines, pouvaient devenir au contraire un atout pour le changement d'image, pour la population, à condition que la population se le réapproprie. Et c'est chose faite aujourd'hui. Les terris font parmi maintenant aujourd'hui nos richesses. Et il ne viendrait même plus à l'idée, alors que ce n'était pas le cas à l'époque, de dire aux gens de faire disparaître les terris. Aujourd'hui, les gens sont fiers de ces choses. Voilà, forte pollution évidemment, pas sur les terris, mais forte pollution quand même. Une population qui avait augmenté de 10, par 10, multiplié par 10. Avant, on était un petit village de quelques 700-800 habitants. Et puis, évidemment, on est passé à 7-8 000. État de santé dégradé, évidemment, ça c'est dans le bassin minier en général. Chômage, délocalisation. Avec les affaissements, on a perdu 1100 logements qui ont été détruits et qu'il a fallu reconstruire, évidemment. Et malheureusement, reconstruites dans les années 70 avec des normes qui n'étaient pas celles que l'on connaît aujourd'hui pour la reconstruction, le côté thermique. Image de soi dégradée, alors que vous voyez en haut à droite l'image du mineur qu'on a loué après la guerre parce qu'il fallait relever la France, etc. C'était un beau métier, etc. Et puis après, quelques dizaines d'années plus tard, on a fermé tout et puis on a dit maintenant, on n'a plus besoin de vous. Et ça a été vécu dans la chair et dans l'esprit des gens de façon assez difficile. Donc nous, notre transition, elle a commencé à cette époque-là. Hein. Petit à petit, elle s'est mise en place, évidemment. Ça s'est pas fait. On n'a pas d'un seul coup eu un plan de transition qui s'est dessiné. On l'a dessiné au fur et à mesure. Aujourd'hui, on peut dire on sort d'un ancien modèle que tout le monde sait, non durable, inefficace, etc. Simplement, c'est compliqué de l'expliquer aux gens vers quoi on va, puisque le nouveau modèle qu'il faut construire, par définition, on ne le connaît pas bien. Du coup, nous, notre idée, c'est de planter des petits cailloux et de faire des expérimentations et d'essayer d'inventer un nouvel imaginaire avec différentes expériences, comme l'expérience sur l'eau, les eaux de pluie, l'expérience sur la gestion différenciée, etc., sur le toit solaire de l'église, et pour montrer un peu comment ça peut évoluer. Quelque chose d'original aussi, je pense, c'est pas très courant, c'est que dans notre secteur, le maire de l'époque, dans les années 80, compte tenu effectivement de la déprime sociale des mineurs et surtout du manque de confiance en soi, etc., il a considéré que le processus culturel était extrêmement important pour reprendre en main son histoire et puis pour essayer de rebondir. Et donc, tout ça, ça s'est fait à cette époque-là. On a inventé le Festival des Goliaths, donc c'est une espèce de quinzaine culturelle, et avec des tas de choses, d'expositions, etc., pour montrer que chacun avait des talents, déjà. Que montrer ensuite de reprendre en main le passé, le patrimoine, en faisant des spectacles son et lumière, en investissant les terris avec des décorations, etc., enfin du land art et compagnie. Ça a été la première démarche, qui était d'ailleurs assez critiquée par les voisins, qui considéraient qu'il n'y avait pas du tout lieu de faire de la culture, ce n'était pas le problème, il fallait mieux faire des zones industrielles. Sauf que faire des zones industrielles, oui, bien sûr, tout le monde était d'accord, mais qu'on n'inventait pas des usines du jour au lendemain. Et le travail sur l'habitant, c'est quand même quelque chose de très important. Quelques années plus tard, on est parti sur la révision participative du plan d'occupation des sols. Et là, la première démarche, la première idée, c'était de dire il faut refaire le plan d'occupation des sols, on va mettre un élu, des techniciens, et ils vont écrire ça.
Et à ce moment-là, Jean-François Caron, donc le maire actuel, il s'est dit, c'est pas possible, on peut pas écrire les 10 ans de vie de la ville et donc des habitants qui vont arriver sans les consulter. Du coup, la démarche a été inversée. On a commencé par à peu près quelques mois de consultation des habitants. Que sera la vie dans quelques années? Comment souhaitez-vous? Est-ce qu'on augmente le nombre d'habitants? Est-ce qu'on augmente, enfin, voilà, est-ce qu'on augmente la densité? Est-ce qu'on y met des choses autour de la nature ou pas, etc. Et donc, de cette consultation est sortie la charte du cadre de vie qui, elle, a permis d'écrire ensuite le poste, qui a été écrit évidemment par les techniciens, puisque c'est un langage un petit peu particulier. Voilà. Cette mise en œuvre de la charte, et puis avec la généralisation de l'implication habitant, qui est devenue en fait après notre credo et notre leitmotiv. D'un point de vue démocratique, ça nous a amené à des élections tout à fait intéressantes, puisque la première élection du maire s'est passée, il a été élu avec 82,1% en 2008, avec toutefois une liste d'opposition. Et puis après, c'est 100% parce que depuis, on n'a plus de liste d'opposition qui se présente. Donc, du coup, forcément, même si on n'est pas en Russie, c'est. Voilà. Puis là, c'est devenu une ville pilote. Je passe sur tous les détails parce que je pourrais raconter énormément de choses de ce côté-là. Alors, cette diapo symbolise bien le processus de résilience qui a commencé par la culture, puis par un diagnostic social et environnemental, et puis, petit à petit, il y a des effets d'entraînement qui sont manifestés sur l'économie, avec de la création d'emplois sur l'ancien site minier qui a été depuis protégé et même classé au bâtiment historique. Et puis, petit à petit, maintenant, on est dans une autre phase qui s'appelle le changement d'échelle, où de plus en plus, les choses se développent. Et actuellement, on est quand même assez content parce que ça commence à, bien que pendant pas mal de temps, on était quand même un petit peu critiqués, vous voyez, des écolos au milieu du pays socialiste, etc. C'était bon, ça va, ils sont gentils, mais c'est pas ça qui va nous sauver, quoi. Sauf que maintenant, de plus en plus, notre exemple, il sert effectivement d'exemple à tout le monde, et que par exemple notre plan solaire, il commence à rayonner sur les environs, donc sur la communauté d'agglo et même sur le pôle métropolitain qui correspond à peu près à 600 000 personnes, quoi, grosso modo. Voilà, je passe un peu sur le détail. Ça, c'est juste des images pour montrer que ça fonctionne dans tous les domaines. Très, très important dans notre résilience, c'est les habitants impliqués. Ça a toujours été, donc depuis le début, vous l'avez compris, hein, l'implication habitant, ça a toujours été très, très important. Donc ça a commencé avec de la culture, le POS, les cultures comme levier de participation. La participation habitant a commencé autour de jeux scéniques, etc., d'activités de ce type. Et puis, petit à petit, c'est entré un peu plus dans des choses sérieuses. Enfin, je ne vais pas dire que la culture n'est pas sérieuse, ce n'est pas mon propos, mais dans d'autres choses un peu plus compliquées à aborder avec les gens. Donc, des collectifs d'analyse, des forums citoyens permanents, avec Fête in Los. Alors, Fête in Los, c'est un moment annuel qui n'est pas un forum associatif classique où on réunit les associations dans une salle. Hein. Là, c'est vraiment un temps fort en fin d'année qui permet de valoriser toutes les initiatives des habitants au cours de cette année. Un petit TEDx qui est un récit des habitants d'une expérience vécue, donc c'est un peu comme le TEDx que vous avez certainement, que vous connaissez, c'est un peu à la mode de ch'ti, et des habitants viennent raconter leur histoire de leur dernière expérience. Voilà, des espaces d'implication multiples, hein, je ne vous dis pas, chaque fois qu'on fait un trottoir dans une rue, évidemment, on le fait que les habitants, enfin, c'est valable dans tous les domaines. Et des acteurs, évidemment. Les habitants sont aussi des acteurs. Ils ont droit reconnu de prendre des initiatives. Alors, les 50, ça veut dire que les habitants participent avec leurs moyens. Et puis, pour l'autre moitié, c'est la ville qui fait le reste ou qui fournit le matériel, etc. Bon, les coproductions, évidemment, j'en ai déjà parlé. La dernière démarche qui a été mise en place a pas mal de temps déjà avant les élections, et qui s'est vraiment développé au cours de ces préparations des élections, c'était les bâtisseurs lausois, dans lesquels il y a un noyau encore un peu plus impliqué, qu'on a appelé les contributeurs. Et ces contributeurs ont participé à l'élaboration du programme, et également, il y a des gens dans ce lot de contributeurs qui se sont désignés et qui ont été volontaires du coup pour s'inscrire sur cette liste. Et du coup, la liste de cette année, elle est renouvelée à peu près à 50%.
Alors, aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de changement d'échelle, hein. On a commencé par faire l'église. C'était une belle expérience, très intéressante, même financièrement, quand les gens, chaque fois, au bilan de l'année, on dit que l'église nous a rapporté 5 000 euros chaque année, sans rien faire. Bah, les gens sont convertis d'office, pas besoin de faire de grandes théories, ils ont compris que c'était intéressant. Aujourd'hui, on est dans le cas de passer à quelque chose de plus important, donc on est rentré dans une démarche TEPOS, hein, territoire à énergie. On essaye donc effectivement de massifier notre travail sur l'isolation, la révision complète de l'éclairage public, l'isolation des bâtiments, des écoles, etc. Et également, on a mis un plan solaire en marche. On a 8 toitures aujourd'hui de logements, pardon, de bâtiments publics, des salles de sport, etc., qui sont couvertes de panneaux solaires. Mais là encore, ce n'est pas la ville qui a investi. On a fait investir du privé, on a fait investir les habitants et un petit peu la ville pour qu'on soit là, nous, les facilitateurs, et puis également les garants que ça se passe bien d'un point de vue participation des habitants. Ce qu'on espère, c'est que dans 2 ans, quand le système sera bien en route, on pourra lâcher l'affaire et puis la ville se retirera parce que on n'est pas là pour prendre des participations dans une société, hein, c'est pas notre but. Nous, l'intérêt, c'est que le système fonctionne et que se développe. Et actuellement, on est très intéressé par les démarches des collectivités locales autres, comme la communauté d'agglomération et le PMA, le pôle métropolitain de l'Artois, qui sont très intéressés par cette démarche et qui souhaitent intégrer et puis développer le plan solaire. La base 11-19, alors juste pour préciser, parce que d'habitude je le dis à l'entrée, mais je suis allé un petit peu vite. La base 11-19, en fait, c'est le carreau de fosse de la fosse numéro 11 et 19, parce que les houillères, des gens très organisés, tout était numéroté, référencé, etc. Donc chaque puits avait un numéro, chaque terri aussi d'ailleurs. Et la base 11-19, donc c'était je pense qu'on va la voir. Voilà, c'est ce que vous voyez en haut à gauche et puis un peu à droite en couleur. C'est donc en fait le carreau de fosse, c'est l'endroit où il y a toutes les installations de jour, au soleil. Les mineurs parlaient du jour et du fond, hein, voilà la différence. Et tout ce patrimoine a donc été aujourd'hui protégé, il est rénové, et dans lequel s'installe toute une catégorie d'acteurs associatifs, culturels, comme Culture Commune, qui a une scène nationale d'ailleurs, qui est dans ce qu'on appelle la salle des pendus, donc qui est occupée par les mineurs dans le temps, et un tas d'autres organismes, hein, le CD2E, le CERD, etc., des sociétés privées. Et tout ça, c'est en train de se développer. Les apprentis d'Auteuil qui sont venus installer un centre d'apprentissage parce qu'ils ont dit sur tout ce qui est de la nouvelle construction, des économies d'énergie, etc., l'éco-construction, c'est là que ça se passe. Hein. Voilà. Donc, c'est un système qui est en train de se développer d'année en année, qui est devenu une référence. Voilà. C'est un peu, nous, ce qu'on l'appelle, on est un petit peu fiers, mais bon, un peu chauvin, on l'appelle un peu notre Silicon Valley, voilà, où tout ça se développe au pied de nos terris, qui sont nos phares, par contre. Voilà. Alors, tout ça nous a apporté de la légitimité nationale. Quand il y a eu la COP 21, normalement, toutes les activités extérieures à la COP 21 devaient venir se passer à Los Angeles, avec un train qui devait amener de Paris à Lens les participants. Malheureusement, ça nous a fait une grosse préparation, avec l'aide de la région, etc. Évidemment, on n'a pas trop de moyens, nous, on est de petite ville. Mais par contre, on a fait participer les habitants, etc., pour pouvoir accueillir décemment et efficacement les gens. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause des événements, des attentats, etc. Donc tout a été bloqué à la dernière minute. Bon, ouais, c'est comme ça. Mais c'est quand même une expérience qui était très intéressante, y compris pour la population. Donc cette ambition, elle se développe aujourd'hui au niveau de l'agglomération. Ça commence à prendre tournure, c'est comme pilote. Il a fallu du temps, mais petit à petit maintenant les gens. Et curieusement, juste avant les élections, il y a plusieurs maires qui sont venus voir le nôtre en disant Jean-François, comment tu fais, je vois tes réunions publiques, comment ça se passe, etc. Ils ont commencé à venir regarder un peu pourquoi effectivement il y a plein de positifs dans ce qu'on fait et que bien sûr le problème c'est que c'est pas des choses qu'on invente du jour au lendemain et qu'on tourne le bouton et on dit maintenant on peint la participation habitant, ça se fait comme ça. Il faut l'installer, enfin il faut un certain temps. L'avantage pour nous, c'est qu'on a de l'expérience de ce côté. Donc la métropole aussi s'engage, hein, le pôle métropolitain.
de l'archipel noir à l'archipel vert, la métropole de la transition énergétique, culture avec et pour les habitants. En fait, quand on voit ça, c'est à la fois, ça nous rend fiers et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte que, effectivement, tout ce qu'on dit depuis des années, et ça commence à prendre corps dans l'esprit d'autres gens. Voilà. Alors, notre, notre, notre démarche, elle est basée sur un peu le mode d'une maison, en fait. La première chose qui compte en bas, c'est l'approche narrative, le récit, les valeurs communes, l'éthique, la vision, le patrimoine, etc. Ça, c'est notre support, parce qu'on ne peut pas construire quelque chose si on ne connaît pas ses racines. Et il ne s'agit pas du tout de renier ses racines. Il y a une période où il y a des gens qui ne voulaient plus s'appeler nos Lémines, ils voulaient s'appeler eux, parce que les mythes, il fallait les effacer. Voilà. Nous, on n'était pas d'accord du tout. Alors, derrière ça, il faut effectivement une organisation collective avec un leadership qui fait foncer. On a la chance d'avoir un maire qui, effectivement, est naturellement leader. Et puis, toute une organisation collective qui s'est mise en place avec la coopération au sein de la ville, etc. Voilà. Et l'implication des habitants d'un côté, la pensée systémique de l'autre côté, l'innovation, le mode projet, l'étoile et cailloux blancs, comme j'ai dit, toutes les expériences qu'on fait. Voilà. Alors Francis, c'est très frustrant pour moi de vous dire qu'on arrive déjà à la fin du temps imparti. Est-ce qu'on peut se donner encore 4-5 minutes? Ouais, je termine rapidement. Voilà. Super, merci. Alors, donc tout ça basé sur la responsabilisation et le pouvoir d'agir des habitants. Mais là aussi, c'est des choses qui se mettent en place petit à petit au fur et à mesure, avec une phrase que le maire aime bien, implication sans responsabilité, sans responsabilisation égale piège à con. C'est-à-dire que ce n'est pas de la participation où les gens viennent seulement dire je voudrais ci, je voudrais ça, etc. Nous, on dit si vous voulez ça, on va essayer de le faire ensemble. Voilà. Et chacun participe du mieux qu'il peut à des réunions de travail autour des sujets. Voilà. Solution de changement climatique et la crise de représentation. L'application touche tous les secteurs. Je passe sur toutes les méthodes. Et donc, bon, après, vous aurez dans le diaporama, si vous voulez, je peux vous le faire parvenir, mais vous avez aussi tout un tas de liens qui vous permettront d'aller plus loin, y compris jusqu'à la fabrique des transitions, qui est une démarche qui est partie au niveau national maintenant, un peu sur ce mode-là. Alors, ces élections municipales, donc, je vous ai dit, sont construites avec les bâtisseurs et les contributeurs, donc une véritable participation de citoyens. Alors, et la crise sanitaire dans tout ça, mais qu'elle arrivait juste à la fin des élections, finalement, puisque le conseil municipal n'était pas installé, mais les gens étaient élus. Et du coup, c'est mis en place, ce réseau-là a servi effectivement de base à toute la solidarité qui s'est mise en place, à l'organisation pour aller surveiller les anciens, etc. Enfin, il y a tout un contexte qui s'est mis en route, la favoriser le commerce local, les marchés, etc. Il y a tout un réseau qui a tourné, qui a fonctionné. Et je pense que ça a été un élément extrêmement intéressant pour la crise. Voilà. Puisqu'il y avait quand même une confiance qui était installée et qui a été importante dans la gestion de la crise. Voilà. J'en ai terminé. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Ah, oui, oui. Non, mais voilà. merci beaucoup, Francis. C'était très intéressant. On sait que on ne pourrait pas en parler très longtemps. Ça nous permet d'avoir une introduction à ce que vous faites à l'OS et d'inviter les gens qui écoutent cette table ronde à aller regarder de plus près ce que vous faites. C'est très bien. Tout le monde est toujours le bienvenu à Los Angeles. Oui. Moi, j'ai hâte d'y aller, sincèrement. Voilà. Ce sera avec plaisir. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer tout de suite la parole à Stéphane Vincent, donc, qui est le délégué général de la 27e région. Donc, 27e région, j'ose penser que tout le monde ici connaît cette association. Voilà, qui a été un des pionniers de l'innovation publique en France. Je te donne la parole avec voilà la question que je souhaitais te poser. Donc, on vient d'entendre le témoignage de l'OS qui fait référence en France. Je sais que la 27e région scrute un peu ici et là ce qui se passe en Europe et dans le monde sur les thématiques de la résilience et que vous avez fait ce travail-là suite à la crise. Donc, est-ce que tu peux nous partager ça, cher Stéphane? Bien sûr, Boris. Effectivement, il se trouve que nous, on s'intéresse, notre sujet, on est une association loi 1901, on mène des programmes de recherche-action, de veille, etc.
depuis pas mal de temps, on essaye de travailler sur la transformation de l'action publique. Et depuis 2 ans, on s'est aperçu que si on voulait transformer l'action publique, il fallait qu'on transforme la gouvernance de l'action publique. Et on a lancé, alors je vais essayer de passer au slide d'après, on a lancé il y a 3 ans maintenant un programme dans lequel on essaye de scruter en Europe, donc d'aller voir ailleurs aussi, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent dans toute l'Europe et dans le monde, toutes les villes et les territoires qui ont innové dans leur gouvernance et qui ont assimilé la notion des communs. Alors je rappelle, la notion des communs, elle est à la fois ancienne et régulièrement renouvelée, mais appliquée à l'endroit de l'action publique, c'est, si vous prenez par exemple, d'abord, un commun, c'est une ressource partagée et gérée collectivement par une communauté. Si vous l'appliquez au cas d'un jardin partagé, par exemple, il y a différentes situations. Soit le jardin partagé, il est géré par la ville, par les jardiniers de la ville, et le risque, c'est que ça ne corresponde pas aux habitudes des habitants, et donc ils ne vont pas s'y retrouver, les horaires ne vont pas leur convenir, le fait que ce soit les jardiniers qui entretiennent le jardin, peut-être que les habitants voudraient s'impliquer. À l'inverse, si c'est un collectif d'habitants qui gère seul le jardin partagé, peut-être qu'ils vont le faire de façon un peu refermée. Ça va être compliqué pour de nouveaux habitants qui arrivent d'aller dans le jardin. Un commun, c'est quelque chose qui serait entre les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois gouverné par la ville et gouverné par les habitants. Et ça permet d'avoir une ressource qui est ouverte, partagée, inclusive, etc. Donc nous, c'est ce genre de choses qu'on essaye de scruter en Europe, mais pas simplement à l'endroit des jardins partagés, mais du foncier, du logement, des transports, etc. Et donc on le fait dans ce programme qui s'appelle Enacting the Commons depuis 3 ans. Ça fait qu'on a dû faire 6 ou 7 villes depuis 3 ans. Et il se trouve qu'on est tombé souvent dans des villes en crise, des villes qui avaient subi la crise. Alors, j'ai mis une vieille photo de Los Angeles. Los Angeles fait partie de ces villes qui ont connu les crises comme tous les bassins miniers. Et on s'est aperçu dans ce programme qu'en fait, il y a déjà des tas de territoires qu'on dégusté en fait et qui ont réussi à rebondir. Et dans ce programme, on arrive à les voir. On a été à Athènes, on a été dans des villes du nord de l'Angleterre, autour de Manchester, dans le Lancashire, près de Liverpool. Et effectivement, pour nous, la leçon, c'est que peut-être si aujourd'hui on veut comprendre ce qu'est la résilience, peut-être qu'il faut aller dans tous ces endroits qui ont déjà connu ces crises. Bassin minier, crise financière de 2008 en Grande-Bretagne et aux États-Unis, par exemple à Cleveland. On a été à Athènes et on s'est fait expliquer comment Athènes, dans un pays dans lequel il y a une très forte défiance vis-à-vis de l'État et des institutions en général, comment une ville comme Athènes, quand elle bascule lors des dernières élections, se réinvente, essaye de se réconcilier avec la population, parce qu'il y a quand même des choses aussi comme ça. Donc voilà, pour nous, c'est l'idée qu'il y a des tas de choses à prendre dans ces villes. Francis ne l'a pas dit, mais par exemple, Los Angeles a sorti avec l'ADEME une espèce de compréhension de pourquoi ça a pris à Los Angeles. Enfin, tout ça commence à être vraiment documenté. Il y a plein d'expériences à en tirer. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un ou deux cas qu'on a repérés dans le nord de l'Angleterre, parce qu'à la fois, il rappelle des choses qu'a dit Francis tout à l'heure et il renvoie aussi à d'autres leviers. Et j'avais envie de parler, par exemple, du cas de la ville de Wigan. Wigan, on est dans la grande banlieue de Manchester et on est vraiment dans cette partie de l'Angleterre qui a pas mal souffert. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2016, les collectivités locales en Angleterre ont perdu 60% de dotation de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une très très forte libéralisation et retrait de l'État dans ce pays si particulier, et vraiment une très forte pression sur les collectivités locales juste après la crise de 2008. Et il s'est passé une chose intéressante à Wigan, c'est que le nouvel exécutif élu a lancé ce qu'ils ont appelé un New Deal,
Alors j'avais envie de montrer il y a une affiche qui pour moi est assez parlante. C'est-à-dire le New Deal, c'est un nouveau contrat passé entre la collectivité et ses habitants. Et si vous ne parlez pas l'anglais, je peux vous aider à traduire. Donc c'est vraiment, là vous le voyez, c'est un contrat. Le maire a signé la partie de gauche, les habitants sont invités à signer la partie de droite. Hors part, c'est nous en tant que collectivité, on est prêt à maintenir à ne pas augmenter les impôts, à aider les communautés à s'aider entre elles, à éliminer la bureaucratie et à faire que chaque sou compte, à créer des nouveaux services autour de vous et de votre famille, à créer des opportunités pour les jeunes, etc., etc. Mais en revanche, vous, habitants, vous devez vous engager à recycler mieux, enfin plus et mieux, à vous impliquer dans votre communauté, à privilégier les formalités en ligne, à vous tenir en santé et actifs, à aider les jeunes et les plus vulnérables, à soutenir le commerce local. Donc, vous voyez, c'est vraiment un. Là, on est dans un contrat passé entre la ville et ses habitants. Et je peux vous dire qu'on a visité Wigan il y a 3 mois, juste avant le déconfinement. Cette campagne-là, The Deal, c'est encore du 4x3 en pleine ville. C'est-à-dire que des années après, c'est un projet très actif et qui continue à être au cœur du projet de la majorité, avec des partis pris qui sont la relocalisation de l'investissement, un très fort travail sur les achats publics, un nouveau contrat social et une approche systémique, parce que ça veut dire des changements dans le fonctionnement de la collectivité, dans ses politiques d'achat, dans la façon dont fonctionnent les services sociaux, dans l'implication des citoyens. Enfin, c'est un changement vraiment systémique. J'avais envie de prendre un autre exemple qui appartient à la même famille de projets, qui est Preston. Alors, Preston sert carrément de modèle en ce moment pour toute l'Angleterre. Comme Preston, on n'est pas très loin en fait de Wigan, on est un peu plus au nord, je crois. Preston, le problème démarre de la façon suivante. Un énorme projet de rénovation urbaine qui échoue. C'est-à-dire des investisseurs qui étaient sur le point d'investir 700 millions de livres pour rénover une grosse partie de la ville, et le projet échoue. La crise de 2008 sabote le projet et cet investissement dans lequel il y avait d'énormes investisseurs étrangers capote. Et donc ça met en crise de confiance la ville. Et en fait, ils choisissaient aussi de dire, mais finalement, cet investissement extérieur qui allait nourrir des constructeurs et des actionnaires à l'extérieur, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de relocaliser notre économie? Et ils se sont inscrits dans un mouvement qui s'appelle le Community Wealth Building, dont l'objectif est de concilier économie et justice sociale. Et j'ai traduit juste avant tout à l'heure notre conférence les 5 principes qui font le Community Wealth Building, qui veut dire en gros création de richesse collective locale. Donc la traduction, elle est littérale, donc elle est pas, il faudrait la corriger un peu, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est un très gros encouragement. D'abord, l'objectif global, c'est eux, ils parlent de plomberie, c'est-à-dire que pour eux, la plomberie financière et fiscale d'une ville, elle part à l'extérieur, elle part chez des gros actionnaires internationaux, mais les achats publics, on achète en Chine de l'alimentaire et des produits. L'objectif, c'est de relocaliser tout ça et de recréer un système inclusif. Donc, en gros, très gros efforts sur redonner la propriété des entreprises au local, donc des coopératives d'habitants. Nous, on a visité tout un centre commercial où les commerces s'engagent à acheter, à être insérés dans la communauté, sont sur des statuts coopératifs ou en tout cas où les habitants sont partie prenante. Des emplois équitables et des marchés du travail juste, un gros travail avec les gros employeurs locaux pour qu'ils recrutent local, pour qu'ils incluent des critères sociaux dans leur recrutement. Une utilisation socialement juste des terres et des biens, l'idée c'est de favoriser l'idée qu'on essaye de ne plus privatiser l'ensemble de la ville. Il y a
si vous prenez Londres, tous les marchés de Londres sont privatisés aujourd'hui. Il n'y en a que peut-être 10% qui sont encore gérés par la ville, mais tous les autres sont propriété d'investisseurs internationaux qui créent de la gentrification. Donc, pour éviter la gentrification à Preston, on fait en sorte que les biens soient gérés collectivement. Et puis, les deux gros piliers, c'est vraiment réorienter les flux financiers vers le local. Alors, ils ont un concept qu'ils appellent les institutions ancrées. Eux, ils disent en gros, à Preston, on a 6 ou 7 grands acheteurs publics, l'université, les écoles, l'hôpital, la mairie. Il faut que ces acheteurs publics aient une stratégie d'achat concertée. Il faut qu'ils achètent ensemble, enfin, il faut qu'ils groupent leurs achats, il faut qu'ils achètent local ou qu'ils privilégient l'achat local. Donc, évidemment, ils manœuvrent à l'intérieur des réglementations européennes qui limitent la possibilité d'acheter local, même si en ce moment, c'est en train de bouger. Mais vraiment, voilà, comment on ait des vraies stratégies d'achat local pour, avant, sur 20 livres, une seule allait dans le local, en fait. Tout partait dans des entreprises internationales qui n'ont aucun intérêt et n'investissent pas vraiment à Preston. Donc, il faut que cette richesse reste à Preston. Et achat soutenable de biens et services, donc un gros travail pour aider les startups locales, les jeunes entreprises à valoriser leurs produits, à se faire connaître auprès des acheteurs publics. Enfin, vraiment un énorme travail autour de l'achat public. Ce qu'il faut retenir dans leur projet, c'est vraiment l'achat public comme levier de relocalisation et d'inclusion, parce que l'idée, c'est de s'en servir pour recréer de l'équité et de la justice sociale locale. Ça fait écho, à mon avis, en ce moment, à ce que disent les associations d'élus comme la DCF ou France Urbaine. La DCF vient de sortir un projet de plan de relance de l'économie en France qui insiste beaucoup auprès de l'État sur l'importance de l'achat public comme un levier de relocalisation, d'inclusion, etc. Et donc, je pense qu'il y a là quelque chose à regarder de près. Et j'avais envie de terminer sur parce que toujours pour essayer d'acter qu'en fait, il se passe déjà énormément de choses. En fait, on va peut-être pas tout réinventer. En fait, il faut regarder des exemples comme ça. Et aussi se réaliser qu'en fait, tout ça, enfin, à mon avis, il y a un lien à faire entre la résilience et le contrat social. C'est-à-dire, la question posée en ce moment, c'est quel est le nouveau contrat social qu'il faut créer, ou que les collectivités, en tout cas, si elles le peuvent, doivent créer. Et on a fait un exercice il n'y a pas très longtemps où on a essayé de se souvenir de tous les mouvements. Là, tout à l'heure, on a entendu Francis nous parler des territoires en transition. Mais en fait, il y a des dizaines et des dizaines de mouvements qui sont lancés dans le monde entier depuis des années et qui essayent de faire avancer ce fameux contrat social entre entreprises, pouvoirs publics et citoyens. Il y a toutes les initiatives autour du gouvernement ouvert, il y a les villes résilientes, il y a le travail que mènent des villes comme Paris et une centaine d'autres dans le monde pour essayer d'adopter des stratégies de résilience. Il y a ce qu'on appelle maintenant le municipalisme, qui sont des façons de réoxygéner la démocratie locale, les cités sans peur, les fearless cities. Il y a, si on prend le côté pouvoir public et entreprise, il y a tout ce qui est responsabilité sociétale, où on commence à voir des entreprises à mission. Il y a tout le travail autour de la relocalisation du système alimentaire, les politiques zéro déchet. Donc nous, on trouve utile en ce moment où tout le monde doit réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire maintenant, de se souvenir que en fait, il y a déjà énormément de choses, il y a énormément de courants, il y a énormément d'expériences à tirer de villes comme Los Angeles et de centaines d'autres et de mouvements qui ont essayé. Los Angeles, on prend les choses par la transition écologique, d'autres ont pris les choses par la démocratie, d'autres ont pris les choses par la gestion des déchets, d'autres ont pris les choses par le numérique. Pour moi, l'exemple à regarder sur le numérique en ce moment, c'est comment les habitants de Toronto ont délogé Google et ont réussi à faire que peut-être Toronto va devenir le laboratoire d'une nouvelle gouvernance entre la ville, les habitants et puis toutes ces plateformes numériques, invasives, extractives, etc. Donc voilà, nous, notre message, c'est de dire aussi, regardons, faisons un peu voilà, il y a des gens qui veulent aller sur Mars. Nous, on a notre vision du ciel, c'est
c'est le nouveau contrat social, mais peut-être qu'il faut regarder toutes ces constellations qui existent déjà. Voilà, c'est un projet qu'on a commencé à mener avec la revue Horizon Public et un think tank finlandais qui s'appelle Demos Helsinki et qui donnera lieu à un dossier dans la revue Horizon Public. Mais je voulais conclure là-dessus pour montrer tous les champs existants. Ben, merci beaucoup Stéphane, bravo, respect total du timing. Sur ce que tu viens d'évoquer à l'instant, de ce que vous faites avec Demos Helsinki, etc. Donc il y a des webinaires qui s'organisent. Il me semble que celui que tu as fait la semaine dernière a été enregistré. Est-ce qu'il est accessible? Il n'est pas encore accessible, effectivement. On a organisé un webinaire à la fois pour parler de l'évolution du contrat social en Europe ces 20 dernières années et justement montrer qu'il y avait tous ces mouvements qui avaient essayé de répondre aux enjeux des tensions du contrat social. Et donc, le webinaire sera à nouveau, il sera rendu disponible, je pense, d'ici quelques jours ou quelques semaines, probablement sur le site d'Horizon Public, qui est cette revue, donc qui sera librement accessible. Et par la suite, il y aura un dossier, mais il est possible de revisionner le webinaire d'1h30 dans les jours qui viennent. Bon, bah, merci beaucoup. C'était voilà, très intéressant, toujours bien d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Il y a plein de choses dont on peut s'inspirer. Il y avait une question qui, à mon avis, peut être traitée assez vite, qui s'adresse à la fois à Francis et à Stéphane, donc je la retransmets. C'était une question de Tiffen qui demandait si on utilisait des monnaies locales à Los ou à Preston. Alors peut-être Francis. Oui. Alors effectivement, comment dirais-je, la ville a confié à une association d'origine, enfin d'ampleur régionale, un plan qu'on appelle Vital, donc concernant le problème alimentaire, la répartition, le bio, etc. Cette association s'appelle les Anges Gardins et qui développe effectivement de l'insertion autour de la production de paniers bio, etc. Et qui essaye d'organiser dans le tissu lossois effectivement de la participation. On a même une première, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place un rayon dans notre petite supérette qui est de Carrefour avec des produits bio et des produits choisis par les lossois. Bon, enfin, juste pour donner un petit exemple. Et ils ont investi un ancien café lossois dans lequel ils ont construit un tiers-lieu où il se passe plein de choses. On peut y manger, on peut y boire et on peut y faire des tas d'activités, d'exposés, etc. Enfin, voilà. Donc effectivement, il y a aussi des lieux d'échange de services, de biens, etc. autour, avec cette monnaie locale qui s'appelle la manne. Voilà. Donc je me souviens plus, c'est un acronyme, mais je me souviens plus. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est la manne. Voilà. On a encore une chose qui a été faite à Los Angeles. Hein. Et Stéphane, alors on posait la question pour Preston, mais ou peut-être ailleurs, si dans ce que tu as vu. Non, je l'ai pas, dans les villes qu'on a visitées, je ne l'ai pas vraiment vu. Je pense qu'il y avait un côté, ok, les monnaies locales, c'est cool, mais l'achat public, c'est des milliards en fait, c'est des millions et des centaines de millions. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer. Mais j'ai vu des systèmes de troc, d'échange, d'entraide, etc., hyper locaux. J'ai pas vu au sens propre de monnaie locale telles qu'on les connaît nous. En fait. Bon. Mais c'est peut-être juste que je les ai pas vus, qu'on nous en a pas parlé. Ok, bah écoutez, merci à tous les deux pour votre réponse. N'hésitez pas à mettre d'autres questions dans le chat. J'en ai noté au moins une sur laquelle on reviendra après la présentation de Manon Loisel, donc à qui je vais donner la parole. Donc Manon, tu es chercheuse en sciences politiques, maîtresse de conférences au CNAM, tu travailles pour une organisation qui s'appelle Partie Prenante. Donc tu as écrit dans Alternative économique pendant le confinement. C'était dans un des numéros du mois de mai, il me semble. Tu as écrit un article auquel je renvoie nos participants, qui est un article intéressant, qui est à la fois court et percutant, et qui s'appelle Balise pour sortir pour sortir l'action publique de la crise. Quelque chose comme ça, tu m'en donneras le titre exact. Alors, on a plein d'acteurs territoriaux là, qui nous écoutent, des agents territoriaux, il y a quelques élus également, des futurs élus. Des balises pour sortir l'action publique de la crise, c'est quand même vachement intéressant. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont ces balises dont tu as parlé dans l'alternative économique?
et en quoi ces balises permettent de sortir de la crise et éventuellement de construire des stratégies territoriales qui seraient résilientes. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette proposition. Du coup, tu m'as demandé de prendre plutôt ma casquette de chercheuse. Effectivement, j'ai une double casquette de recherche et de conseil, ce qui fait que je vais essayer aussi d'appuyer les éléments dont je vais parler sur quelques expériences de terrain sur lesquelles j'ai l'occasion d'aller en ce moment. Et d'abord, pour commencer, je voulais qu'on prenne un tout petit peu de recul sur la notion même de résilience, qui est une notion qui n'est pas nouvelle, mais plutôt très ancienne, et qui est, comme tous les grands mots d'ordre qui structurent l'action publique territoriale, à prendre avec des pincettes. Parce que comme la mixité sociale, comme la transition écologique, comme tous ces mots d'ordre sur lesquels les élus et les techniciens, mais aussi les experts, les consultants, on se raccroche tous et on s'agglutine tous, ces mots d'ordre-là sont à prendre avec des pincettes et à regarder avec un tout petit peu de recul. Donc du coup, je me suis dit qu'on pouvait peut-être prendre 5 minutes déjà pour savoir de quoi on parle quand on parle de résilience. Et là, je ne vais pas vraiment apporter des réponses, je vais plutôt poser des questions, en tout cas les questions que moi, ça me pose à ce stade. D'abord, sur résilience, de quoi on parle en fait, on peut parler déjà de 3 choses différentes, et ça, c'est Magali Talandier, qui est économiste et géographe, qui le dit, qui dit finalement la résilience, c'est la réaction face à une crise, mais qui peut se traduire de 3 façons. Soit dans une stratégie plutôt de maintien, donc c'est la résilience au sens de la résistance. Il y a un choc, mais on résiste, et donc ça ne bouge pas. Soit la résilience, c'est plutôt une logique de rebond, c'est-à-dire que le choc provoque une petite partie de transformation et un rebondissement. Soit la résilience, dans une troisième optique, c'est plutôt la transformation plus globale du système suite à la crise. Donc, si par exemple, je prends l'exemple de la question des mobilités pendant la crise, on voit qu'en fait, selon ces 3 types de processus, on ne va pas du tout avoir les mêmes réponses. Si on considère que la résilience, c'est le maintien, sur les mobilités, c'est le fait de se dire, même pendant le confinement, on a réussi à faire rouler des RER, des métros, des bus, parce qu'on a réussi à mobiliser des agents, etc., etc. Donc là, c'est le maintien du service public et sa continuité. Si on considère que la résilience, c'est plutôt une forme de rebond, dans ce cas, on peut se dire que là, sur la question des transports publics, ça va être comment j'adapte les horaires de passage de mes transports publics, notamment aux personnes qui en ont besoin et qui sont les premiers de corvée. Donc, je fais des horaires plus tôt le matin, plus tard le soir. J'adapte mes trajets pour que les personnels de soins puissent avoir accès à ces transports-là, etc. Et je fais monter en puissance les mobilités douces. Deuxième type de stratégie de résilience. Et puis, on peut se dire aussi que là, si la résilience, c'est plutôt la transformation totale du système dans lequel on est, certains commencent à parler de démobilité et à dire que la stratégie de mobilité vers laquelle il faut qu'on aille désormais, c'est une forme de démobilité. Ça veut dire qu'on aura demain des sortes de droits et de restrictions de déplacement. Donc, vous voyez, avec un même terme qui est celui de résilience, on a 3 stratégies très différentes selon, d'une certaine façon, le curseur qu'on y met. Deuxième question qui se pose quand on parle de résilience, c'est ça se joue à quelle échelle ? À quelle échelle dans le temps ? Est-ce que la résilience, c'est la capacité à résister à court terme ou à se transformer à long terme ? Et puis, ça se joue à quelle échelle dans l'espace ? On voit bien que c'est difficile de savoir si ça se joue à l'échelle de la commune, de l'agglo, du grand territoire, voire même de l'Union européenne. Finalement, cette résilience locale, c'est difficile à circonscrire dans l'espace. Et puis, je me suis aussi posé la question de résilience par qui doit mettre en place la stratégie de résilience. Alors, on a évidemment 2 logiques qui s'opposent, avec d'un côté une stratégie plutôt top-down, et donc descendante, et puis des formes beaucoup plus bottom-up ou concertées, comme on a pu l'entendre avec Stéphane Vincent et Francis Maréchal à l'instant. Et puis, on voit bien que la question du par qui c'est mis en œuvre, c'est bien le fait qu'on va avoir des rationalités différentes qui s'opposent, des rationalités plutôt techniques, des rationalités scientifiques et des rationalités politiques. Donc, lesquelles on écoute en priorité pour mettre en place la stratégie de résilience. Ceci étant dit, donc c'est toutes les questions que ça me pose quand j'entends ce mot d'ordre-là. Ceci étant dit, je trouve ça quand même très intéressant de parler de résilience territoriale, notamment juste après la crise du Covid. Pourquoi ? Parce que, les collectivités territoriales ont été au front
de cette crise, et notamment parce qu'elles ont garanti la continuité de tout un tas de services publics, gestion de l'eau, des déchets, des transports, etc. Elles ont notamment battu en brèche pas mal d'idées assez fortes dans la population française qui voulait que l'action publique, c'était nécessairement quelque chose de très inerte et de très rigide. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des capacités d'adaptation très fortes dans de nombreuses collectivités. Et puis ensuite, elles ont été, à mon sens, très orientées sur des stratégies de résilience parce qu'elles se sont retrouvées très vite à réfléchir au-delà de la crise sanitaire et des impacts économiques. Elles ont très vite été obligées de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait pour les sans-abri, qu'est-ce qu'on fait pour les migrants, comment on organise les solidarités mises en place par les associations. D'une certaine façon, elles ont pris un petit peu en charge une protection sociale locale, en complémentarité avec ce qui se faisait soit par le département, soit par l'État. Elles ont dû aussi organiser les circuits courts et avancer davantage sur les questions d'approvisionnement et donc organiser la relance par le local. Donc on voit bien qu'elles ont été au premier plan de cette question de résilience. Et alors, du coup, effectivement, on a fait un petit exercice avec mon collègue Nicolas Rio, avec qui je travaille au sein de l'agence Partie Prenante, pour dire, mais du coup, puisqu'il n'y a pas de recette magique pour pouvoir être un territoire résilient, ce serait quoi les réflexes d'action publique qu'on peut avoir en tête pour des stratégies qu'on appellerait résilientes, quoi. Et du coup, moi, j'ai noté 5 réflexes que j'ai beaucoup retrouvés dans les 2 premières présentations. Donc, on va pouvoir ponctuer un peu ces réflexes des exemples qu'on a entendus. Mais le premier, c'était de se dire, premier réflexe, partir des orientations existantes plutôt que de repartir de zéro. Pendant la crise, on a beaucoup entendu, au moment du confinement, que plus rien ne serait plus jamais comme avant, qu'il fallait reposer tout un tas de questions, notamment à l'échelle locale. Et d'une certaine façon, on pouvait craindre une forme de remise en cause des stratégies patiemment construites, quoi. Je dis ça parce qu'en fait, un projet de territoire, une stratégie territoriale, c'est très souvent 1 an et demi de boulot au cours duquel les élus, les techniciens, des experts, des habitants, les acteurs de la société civile organisée se mobilisent sur un temps long pour essayer d'envisager l'articulation des stratégies et des ambitions à court terme, moyen terme, long terme. Donc déjà, il y avait un premier truc qui était de dire, premier réflexe, on ne part pas de zéro et on essaye de regarder comment les stratégies qu'on a déjà en magasin peuvent nous être utiles pour gérer cette crise. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre projet alimentaire territorial, de notre PCAET, de notre projet de territoire avec un peu de prospective? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces stratégies-là qui peuvent nous servir de boussole partant de brouillard? Ça m'a fait rire parce que dans la présentation de Francis Maréchal, il y avait un petit schéma avec le brouillard. Et moi, dans l'article, je disais, mais finalement, partant de brouillard, surtout ce qu'il faut, c'est d'avoir une bonne boussole. Et la bonne boussole, on ne va pas pouvoir la construire en 2 semaines à la sortie de crise, quoi. Donc, repartons plutôt de ce qu'on avait construit patiemment et essayons de voir ce qui doit être actualisé dans cette stratégie, mais surtout ce qui reste toujours valable. Deuxième réflexe, c'était l'idée de se dire que la résilience, c'est le fait de dessiner un circuit court entre stratégie et opérationnel. Et donc de faire des allers-retours entre de la mise en œuvre et la grande stratégie. Ce qui était intéressant pendant le confinement notamment, c'était la mise en place de tout un tas d'expérimentations très concrètes. Alors l'urbanisme tactique, la mise en place des pistes cyclables temporaires, éphémères, la mise en place de réserves citoyennes, etc. Tout un tas de choses qui ont été expérimentées et qui vont venir re-questionner les stratégies plus globales. Mais l'idée étant de faire des sortes d'allers-retours assez réguliers entre la stratégie qui est capable d'écrire et d'articuler les temporalités à court, moyen et long terme, et puis des expérimentations concrètes qui viennent re-questionner la stratégie au fur et à mesure. Donc, deuxième chose, c'était cette idée de circuit court entre stratégie et opérationnel. En gros, en observant un peu les collectivités et en échangeant avec pas mal d'acteurs, on avait l'impression que ceux qui utilisaient la crise pour réactualiser leur stratégie, par exemple, ce qu'a fait la mairie de Paris, je crois que vous allez entendre Noémie Fontpérine juste après, la mairie de Paris a repris sa stratégie résilience, elle s'en est servie
comme boussole, mais elle l'a aussi réactualisée à l'aune de ce qu'ils n'avaient pas vu venir pendant la crise. Donc, par exemple, ils n'avaient pas suffisamment réfléchi à la question du lieu de travail des soignants, des personnels qui travaillaient dans l'alimentation générale, etc. Et donc, ils ont intégré à leur stratégie de résilience la question du rapprochement domicile-travail des premiers de corvée dans les moments de crise, quoi. Donc, avec cette idée, encore une fois, de faire le circuit court entre la stratégie et l'opérationnel. Troisième chose qui paraît intéressante quand on fait une stratégie de résilience, c'est d'articuler la diversité des crises dans des actions plurielles. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, c'est que la crise, c'est jamais quelque chose de ponctuel, d'univoque et de singulier. C'est toujours des crises en cascade. Avant la crise sanitaire, il y avait déjà des formes de crise, des crises politiques avec les gilets jaunes, avec la réforme des retraites, une crise environnementale de long terme. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu pour les collectivités, non pas à se focaliser à partir de demain tous sur les enjeux santé et sanitaires en faisant le fil rouge de toutes les stratégies, mais à plutôt essayer d'envisager comment la diversité des crises s'articule entre elles. Là, en ce moment, j'accompagne le Grand Nancy, donc la métropole de Nancy, sur une réflexion qui porte sur leurs espaces publics. Et donc l'idée, c'était de se dire comment la crise du Covid nous aide à mieux repenser nos espaces publics. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on réfléchit à la façon dont le confinement et le déconfinement ont totalement chahuté ce que c'est qu'un espace public et ses vocations multiples. Mais à cela, on articule aussi les impacts de la canicule annoncée pour cet été, les impacts de la crise sociale et notamment du fait qu'il y a énormément de jeunes qui vont rester à résidence, qui vont être assignés à résidence pendant les vacances et que du coup, ça va être aussi une sorte de crise des vacances, quoi. Et donc, c'est comment, dans une stratégie de résilience, on articule les crises entre elles dans une variété d'actions. Avant-dernier réflexe, c'est travailler à la prise de conscience des vulnérabilités et des ressources pour les réduire. Donc ça veut dire que quand on travaille sur les questions de résilience, on essaye d'envisager toutes les vulnérabilités du territoire, que ce soit des chocs ponctuels ou ce qu'on appelle plutôt des stress chroniques qui vont revenir régulièrement. Et donc, on va essayer de faire une sorte de panorama de tous les chocs ponctuels qui peuvent arriver. Donc, effectivement, ça va aller des chocs, des inondations, des chocs environnementaux, des tremblements de terre, etc., à des choses beaucoup plus chroniques. Et bien oui, effectivement, des pandémies qui peuvent revenir de façon cyclique, le danger terroriste qui peut être perçu comme étant quelque chose de structurant désormais, etc., etc. Et puis, dernière chose, et vous en avez beaucoup parlé, c'est une stratégie de résilience, c'est avant tout une stratégie qui cherche à travailler sur la question du partage des rôles. Parce que ce qu'on voit bien, c'est qu'une stratégie de résilience ne pourra pas se faire qu'à partir de l'acteur public. Et qu'avant tout, et Stéphane l'a déjà dit, le premier chantier à entrevoir, c'est la question de la gouvernance. C'est un point de passage obligé parce que l'acteur public n'a pas le monopole des questions de résilience et il doit nécessairement envisager sa stratégie de résilience avec les habitants, avec les acteurs économiques, avec effectivement les hôpitaux, les grands producteurs d'emplois du territoire, les grands passeurs de marchés publics du territoire, et puis les différentes échelles évidemment de l'action publique locale, de la commune jusqu'au pôle métropolitain en passant par la région et les services de l'État. Donc un chantier de résilience en tant que tel, c'est comment est-ce qu'on se partage les rôles dans cette stratégie de résilience, quel est le rôle spécifique des élus, que doivent faire les élus dans une stratégie de résilience. Tout à l'heure, Francis Maréchal a dit nous, on se voit un peu comme les garants et les facilitateurs, mais ce n'est pas nous qui devons faire, on doit faciliter. Ça, c'est effectivement un beau chantier de se dire c'est quoi la posture d'un élu dans une stratégie de résilience, mais quels sont aussi les rôles des agents des collectivités et de tous les autres acteurs qui gravitent autour, quoi. Voilà un peu les cinq réflexes à avoir en tête qui sont en fait des choses. La résilience, c'est effectivement l'idée de ne pas repartir de zéro, mais de mieux se partager les rôles et se répartir les tâches. Bien, bah, écoute, merci beaucoup Manon. Voilà, c'était très clair. Ce qui est appréciable quand les chercheurs nous parlent, c'était clair et accessible.
Je te remercie pour ça et c'était voilà, très, très concret. On va passer à une phase d'échange avec les participants. Alors, j'ai récupéré quelques questions dans le chat que je vous partage. Il y en a une qui est sortie pendant l'intervention de Stéphane, mais sur laquelle je pense que vous avez potentiellement tous des choses à dire. C'était une question de Catherine. Je vais la reprendre telle quelle, je la trahirai pas comme ça, qui disait: je m'interroge, quand on est face au mur, face à la crise, les territoires, du moins certains comme société, réagissent en collectif et inventent de nouveaux horizons. Peut-on anticiper les crises et agir dès maintenant? Comment anticiper quand les élus regardent à échéance du mandat? Donc ça pose voilà, la question de la temporalité qui a été évoquée à plusieurs reprises. Et effectivement, je m'étais posé un peu cette question quand j'écoutais Francis et Stéphane notamment, c'était de dire, mais on a l'impression que la crise a été un peu une aubaine quoi, pour reconstruire des belles histoires derrière. Bruno Latour avait dit pendant la crise qu'il ne fallait pas gâcher les crises parce que c'était finalement des moments douloureux mais très importants pour se reconstruire et faire des bonnes choses. Donc, comment peut-on construire un Los Angeles ou d'autres villes qui ont été citées sans ce passage obligé de la crise brutale et plutôt par, je sais pas, une prise de conscience pour construire des choses indépendamment de ça. Qui a envie de répondre? Moi, je peux faire une réponse. En fait, nous, notre histoire, elle est partie d'une crise déjà. Puisqu'il s'agissait de la fermeture des mines, c'était des primes sociales, environnement dégradé, enfin, etc., etc. J'ai un peu découvert tout ça tout à l'heure. Mais voilà, donc notre histoire a commencé par un moment où on était au fond du trou, sans jeu de mots avec la fosse. Mais voilà, et donc on n'avait pas finalement pas tellement le choix. Par contre, on avait le choix dans les méthodes et comment faire. Voilà. Or, le maire de l'époque, c'était quelqu'un qui était très humaniste, etc., qui a été scout de France pendant très longtemps, qui a été animateur et président des SCOP de France, etc. Enfin, donc, quelqu'un de très impliqué dans déjà la participation des habitants enfin, et des salariés dans les entreprises, etc. Et du coup, les choses se sont mises en place effectivement avec la population. Et bien sûr, le chemin qu'on a parcouru depuis, à l'époque, on ne savait pas trop. Quand on a fait la chaîne éthérique, on a dit on va changer d'image. On ne savait pas qu'on allait un jour être classé parmi les membres de l'UNESCO, donc au niveau international, etc. Donc, les choses se sont construites petit à petit. On n'avait pas au départ. Maintenant, aujourd'hui, les choses sont très organisées. On a réfléchi, on s'est fait aider par des chercheurs, par des gens très compétents et qui nous ont bien aidés sur place à organiser notre démarche, à organiser les services de la mairie, etc. Donc, mais c'est effectivement parti d'une crise qui était majeure, de toute façon. Et cette crise-ci, elle a montré aussi un exemple que, comme on avait déjà institué un climat de participation, etc., que du coup, les choses se sont mises naturellement en place pour aller aider, par exemple, les personnes fragiles, etc., mettre des réseaux en place. Et ça s'est fait parce que ce réseau était déjà existant et que les gens étaient prêts à répondre, voilà, naturellement. Donc, on n'a pas eu à solliciter plus que ça les gens. Voilà. D'accord. Stéphane? Ben, peut-être, alors, effectivement, hein, c'est vraiment une des difficultés principales. Hein, c'est-à-dire que c'est le court-termisme imposé par le fonctionnement de notre démocratie, c'est comme ça. Hein, et je pense que ça justifie encore plus ce que disait Manon sur l'importance de la gouvernance partagée. C'est-à-dire que pour que quelque chose dure, peut-être qu'il faut que ça soit porté de façon équilibrée par un ensemble d'acteurs. Pendant que certains sont en chantier et en élection, d'autres continuent. Et en fait, on a un projet qui dépasse les contingences électorales. Donc, effectivement, peut-être qu'il faut, pour viser long, il faut viser collectif et construire des partenariats équilibrés avec des acteurs privés, publics, pour qu'on dépasse les contingences des périodes électorales, des changements d'équipe municipale, et c'est ça qu'il faut, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, c'est diversifier les financements de ces politiques, diversifier leur gouvernance, aller chercher des nouveaux acteurs régulièrement
pour toujours élargir, mais aussi allonger la durée de vie de ces stratégies. Et évidemment que ça ne peut être qu'anticipé, c'est-à-dire qu'il faut le construire sur la durée, étape par étape, le faire évoluer, etc. Mais je pense que ça se joue, à mon avis, ça se joue sur la capacité à construire un projet vraiment collectif. Très bien. Manon, tu voulais réagir? Ouais, peut-être deux choses là-dessus. Je me dis que les consultants aussi ont une responsabilité là-dessus pour lutter contre l'obsolescence programmée des stratégies. Parce que là, je suis assez contente, j'ai été recontactée par un territoire qui m'a demandé de venir réactualiser le projet juste après les élections parce que justement, ils se disaient qu'on avait tellement bossé l'année dernière que ce serait trop dommage que les élections marquent une coupure. Et donc, je me dis qu'il y a effectivement un truc de se dire comment est-ce que nous aussi, on essaye de veiller à l'obsolescence, à lutter contre l'obsolescence programmée de ce qu'on écrit. Et puis sur peut-on construire une stratégie de résilience sans passer par la crise, c'est rigolo. Moi, j'ai beaucoup accompagné le territoire de La Rochelle, qui est plutôt un territoire qui a des coups d'avance en matière d'action publique. C'est je sais pas, la première mise en circulation de vélos en libre service, tout un tas de choses qu'ils expérimentent. Et eux disent beaucoup, on est un territoire privilégié, donc on a une responsabilité à avoir des coups d'avance. Et donc là, par exemple, eux travaillent beaucoup sur le marché carbone à l'échelle du grand territoire. Ils sont en train de créer un marché carbone sur lequel on pourrait acheter avec le même système que les émissions post-Kyoto, quoi. On pourrait acheter des crédits à des agriculteurs ou autres. Et donc, d'une certaine façon, je connais aussi des territoires qui sont bien dotés, c'est-à-dire qu'ils ont des formes de rente. Un territoire comme La Rochelle, c'est la rente touristique, la rente de l'arrivée des personnes âgées, d'un littoral très, très attractif. Et pour autant, ils ont l'impression que ça leur confère une responsabilité dans le fait d'expérimenter aussi pas mal de dispositifs, quoi. Donc, c'est une petite nuance à ça. Ok, écoutez, alors merci pour vos réponses. Alors j'ajoute pour ceux qui seraient frustrés que la table ronde soit pas assez longue et qui en veulent encore. Alors on a une de nos participantes, Céline Zatorski, qui travaille au Conseil régional, qui vous propose un temps d'échange avec la ville de Paris sur justement sa stratégie de résilience. Elle va vous mettre le lien Zoom de cette vidéo juste après, qui devrait durer, je crois, une demi-heure, quelque chose comme ça, Céline. Donc ça vous donnera un exemple complémentaire. Dans les questions qu'il y a eu, il y avait cette question qui mène à poser la question de la difficulté de l'adhésion de la population. On a vu dans vos trois interventions que la question de la mobilisation des gens pour construire l'avenir d'un territoire, elle est clé. Pour autant, on sait que c'est un sujet qui est très difficile, qui prend du temps. Et à vous écouter, et ça, on vous en remercie parce qu'on a besoin de belles histoires, on a besoin de beaux récits, on a besoin de choses qui font envie. Mais bon, on a envie de connaître un peu aussi les coulisses de tout ça et puis les moments un peu plus durs, quoi, parce que sinon, voilà, le premier coup dur qu'on va se prendre, on va se dire, bah mince, c'est pas comme à Los Angeles ou c'est pas comme à Preston ou je ne sais où. Voilà, on aime bien ici donner un peu de place à ces moments un peu de vérité où on voit les coulisses et les moments durs. Alors, je sais pas qui veut réagir là-dessus. Moi, je peux dire un petit mot. Si, effectivement, ça, c'est quand on fait une présentation, en général, c'est plutôt positif. Mais c'est quand même, ce sujet de la participation habitant, c'est très compliqué. D'abord, souvent, ça ne touche qu'une partie de la population. Parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont plus impliqués, qui sont plus intéressés et qui regardent. Puis il y en a d'autres qui sont plus, qui s'impliquent. Comme là, je l'ai dit tout à l'heure, avant la préparation des élections, déjà avant, on avait, avec ce système de forums citoyens, etc., on a quand même toute une, toute une quantité de personnes qui s'impliquent à des niveaux différents. Alors, parfois, c'est dans des activités associatives toutes simples, hein, des personnes âgées qui tricotent ou des choses comme ça. Mais ils font quelque chose ensemble et en même temps, souvent, ils le mettent au service des autres. Et petit à petit, il y a des liens qui se font et du coup, ces gens-là, ils réagissent quand il y a des choses qui se présentent, des débats qui se présentent, des projets qui se présentent. Du coup, les gens ont pris aussi depuis, mais ça s'est fait au fil du temps, les gens ont pris maintenant cette habitude de participation. Alors au début, c'était assez compliqué, les gens ils ne voulaient pas s'impliquer, ils ne voulaient pas se mettre en avant.
Bon, déjà, la difficulté, c'est que si on fait une réunion qui a 10 personnes et qu'il y a 15 élus qui sont dans la salle, c'est un peu le rôle d'étouffoir plutôt qu'autre chose, quoi. Donc, du coup, c'est toute une stratégie à mettre en place pour que les gens puissent s'exprimer et surtout réaliser et s'impliquer dans quelque chose. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Responsabilisation, action, etc. Parce que si c'est pour être simplement venir à des réunions où c'est trop théorique, etc. Donc nous, c'est souvent sur le mode de quelque chose, un sujet qui les concerne directement. Alors ça va des sujets de mobilier urbain ou des activités autour des jardins partagés ou d'autres choses, ou de spectacles, hein, par exemple. L'année dernière, on a fait un énorme spectacle qu'on a appelé Ducasse. Hein. C'est la fête foraine ici on appelle comme ça dans le Nord. Et autour de ça, on a fait participer les forains, on a fait participer les habitants d'un grand spectacle qui il nous a fallu 1 an pour le programmer. Mais du coup, c'est aussi des choses ludiques et les gens sont dans l'action. Et ces gens-là, on les retrouve aussi quand il s'agit de préparer les élections, par exemple. Ils viennent dire, bah, moi, je voudrais ça, je voudrais que ça se passe plutôt comme ceci, etc. Et du coup, voilà, il y a tout un tissu qui se fait, mais c'est compliqué, ça mange du temps. C'est pas si facile que ça de faire de la participation habitant et du coup les sujets, par exemple quand on démarre sur un chantier, en général ça prend plus de temps parce que effectivement on tient compte des gens, de leur avis, etc. Et du coup parfois on perd un peu de temps, mais c'est plus constructif et à la fin c'est généralement on a des gens qui sont fiers du résultat, des gens qui disent moi j'y ai participé, j'y en étais, etc. Voilà. Merci Francis de ce témoignage. Ouais, c'est important de voir que avant les résultats, il y a des processus des fois un peu longs où on est un peu tout seul et tout ça, et que c'est pas forcément synonyme d'un échec annoncé, mais que ça fait partie un peu des étapes. Stéphane, tu voulais réagir? Oui, un peu dans le prolongement de ce qu'a dit Manon tout à l'heure, le risque, c'est moins de témoigner d'échecs, etc., mais de témoigner d'un espèce d'échec permanent qui est que, au fond, le problème, c'est que la résilience, et probablement de plus en plus, ça va devenir un business, et qu'il y a à l'œuvre quand même de grands cabinets conseils. Il y a quelques articles très intéressants qui sortent en ce moment sur comment les grands cabinets conseils ont à la fois organisé la défaite du système de santé français et viennent maintenant à la rescousse de ce même système pour lui vendre des solutions de résilience et de transformation. Et malheureusement, je pense que c'est je ne sais pas par où il faut attaquer les choses, par le Syntec, par les grands cabinets conseils et leur responsabilisation, mais il y a quand même un énorme problème du marché de l'innovation, de la résilience, qui vit aussi de ces problèmes et de ces crises. Là, il y a un problème, j'ai vu le mot marqué tout à l'heure, d'éthique, de responsabilité professionnelle. Donc, ça peut faire bizarre, mais probablement qu'une des solutions, elle passera aussi par, je ne sais pas, par un palier nouveau de responsabilisation de tous ceux qui conseillent les collectivités, qui conseillent l'État, qui conseillent l'État et les collectivités. Et donc, il y a un business, enfin, il y a un assainissement à avoir de ce business. À titre personnel, moi, j'appellerais plutôt de mes voeux que tout ce travail d'étude devienne plutôt un commun et un travail de recherche partagé. Et donc, moi, je prône que la recherche gagne des parts de marché, si je puis dire, sur le business du conseil. Parce que vraiment, je pense que de façon un peu souterraine, mais de plus en plus visible quand même, les grands cabinets d'audit, les grands cabinets de conseil détruisent méthodiquement et profitent de ces crises, quoi. Donc, voilà, sans vouloir faire le chapeau noir là-dessus, je pense qu'il y a un vrai problème d'éthique et de responsabilité de ce côté-là. Et malheureusement, il échappe aux collectivités locales. Merci Stéphane. Manon? Oui, juste pour rebondir là sur la question de l'implication des habitants, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est comment est-ce qu'on se frotte au conflit. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a beaucoup parlé lien de démocratie représentative, démocratie participative. On est quand même dans une culture en France, mais pas uniquement, hein, parce que j'accompagne aussi des collectivités en Belgique en ce moment, du consensus, quoi, du consensus obligatoire, et dans lequel, en fait, avoir un débat
un peu conflictuelles, c'est très compliqué. Et je pense que sur les questions de résilience, il va falloir se frotter aux questions de conflit, parce qu'en fait, quand on parle de la gestion de l'eau, eh ben oui, quand on met des agriculteurs, des écolos, des acteurs du tourisme autour d'une même table, eh ben c'est très compliqué, c'est très conflictuel, et sans passer par la case conflit, on n'y arrivera pas, quoi. Et donc là, en ce moment, justement, à Liège, donc en Belgique, j'accompagne la ville pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avancer sur une fabrique de la ville qui est ultra conflictuelle. En gros, les élus, dès qu'ils proposent un projet, se confrontent à des groupes qu'ils appellent les anti. Et du coup, il y a une sorte de logique où les élus ne veulent plus faire de concertation, de participation, plus rien. Ils veulent plus sortir de l'enceinte de la mairie. Et les anti se radicalisent aussi, quoi. Donc là, je vais avancer avec eux sur comment est-ce qu'on met en place une sorte de fabrique urbaine dans laquelle on accepte qu'il y aura du conflit et que bon, il faut sans doute, là pour le coup, je pense qu'il faut quand même un tiers pour venir se prendre les coups ou au moins essayer d'apaiser les choses. Mais en tout cas, voilà, cette question de la médiation du conflit, je pense que sur les enjeux de résilience, ce sera quelque chose sur lequel il faudra qu'on avance, parce que la résilience, c'est pas quelque chose de doux, c'est de la gestion de crises en cascade, sur lesquelles il y aura des gagnants et des perdants. Et donc, il faut qu'on… Enfin, voilà, encore une fois, je pense qu'il faut se frotter à cette question du conflit. Alors, je sais qu'avec Stéphane, maintenant, tous les deux, vous travaillez notamment sur la question des controverses, qui, je pense, fait lien avec ce que tu viens de dire. Peut-être tu peux nous en dire deux mots, parce que ça circule un petit peu ce travail-là sur les réseaux sociaux. Je pense que ça peut être intéressant de nous le partager, si Stéphane voudra compléter ensuite. Oui, alors je me lance, tu compléteras Stéphane. D'autant que moi j'ai la réunion de reprise cet après-midi parce que j'ai loupé la dernière. En fait, ça s'appelle Réflexe public, et c'est issu d'une volonté conjointe donc de la 27e région, de parties prenantes, et de vraiment de justement chercher à documenter ce qui s'est passé pendant la crise pour essayer d'en tirer un peu le miel et les enseignements, quoi. Et on est parti du constat que pour l'instant, en tout cas, on a fait des hypothèses sous forme de controverses pour essayer de voir avec les labos partenaires comment la crise s'était traduite sur tout un tas de sujets. Donc justement, par exemple, sur les questions territoriales, est-ce que la crise s'est traduite par une sorte de recentralisation sur l'échelle communale, avec justement une sorte de culte de la proximité qui se jouerait à toute petite échelle, ou est-ce qu'au contraire, ça a permis de développer des liens et des synergies avec les interdépendances avec les voisins? Sur la question de la concertation, justement, est-ce qu'il y a eu une sorte de repli stratégique, parce qu'en fait, en période de crise, c'est très difficile de concerter sur la piste cyclable éphémère, avec du coup un risque qui est de se dire, est-ce que c'est un repli stratégique ou est-ce que c'est une mise hors, hors jeu, quoi, d'une certaine façon. On a déjà plusieurs labos qui nous ont dit qu'ils planchaient à des échelles départementales sur des grandes démarches de budget participatif, et que ceci avait été totalement mis entre parenthèses, s'inédier à l'heure de la reprise. On se pose tout un tas de questions sur quels ont été les effets de la crise sur l'action publique. Et donc, on part de ces 7 controverses pour essayer d'aller documenter avec les labos ce que ça a produit, quoi. Je ne sais pas si c'était très clair. Si, il me semble. Est-ce que Stéphane veut dire un mot? Non, je viens d'envoyer dans le commentaire le lien vers l'article qui décrit en détail tous ces thèmes de controverse. Effectivement, l'idée, c'est d'arriver à plugger des capteurs à différents endroits d'une dizaine de collectivités pilotes qui nous aident à faire cette enquête, et de voir sur toutes les questions que cite Manon, participation citoyenne, management, marché public. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans cette période à partir de controverses qu'on a pu nous identifier. Le parti pris, c'est de dire que c'est en ce moment que se joue la transformation des acteurs publics. Si vous prenez par exemple les prestations sociales, il y a quand même des aides sociales qui ont été reconduites automatiquement dans cette période. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc est-ce que ça, on va le maintenir? Est-ce que ça va être le tout numérique? Voilà, on a planté des capteurs à différents endroits pour essayer de recueillir des infos sur ce qui s'est passé, et ce qui serait intéressant de poursuivre, ou au contraire d'arrêter. Bien, merci. Avant de passer la parole à Romain Thévenet, qui va conclure un peu
la table ronde et qui voulait, je crois, réagir aussi sur ce qui a été dit. Je voulais juste que Francis nous parle de l'initiative qui est partie de Los Angeles, qui est la Fabrique des transitions. On n'a pas eu le temps d'en parler dans votre présentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots et envoyer notamment à cette question qui a été posée dans le chat de comment on change d'échelle, hein, comment on passe d'une histoire locale de la résilience, c'est souvent des histoires locales, mais comment on arrive à soutenir les uns les autres pour que d'autres histoires se font. Oui, mon micro. Oui, donc du coup, ce qui s'est passé d'abord, c'est que par rapport à tout à l'heure, on parlait de Los Angeles, j'ai un exemple partout, etc. Il y a énormément de visiteurs qui viennent nous voir. Mais l'idée pour faire système et pour développer ça largement, donc on est devenu ville pilote avec l'ADEME, etc. Tout à l'heure, je crois que c'est Stéphane qui l'avait rappelé. On a beaucoup travaillé avec eux, on continue toujours de travailler avec eux d'ailleurs. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres villes qui avaient, semble-t-il, le même logiciel que nous autour de cette démarche. Donc on avait repéré 4 villes paires. Donc on a d'abord commencé par se réunir avec eux et travailler ensemble, essayer de voir un peu quels étaient nos communs, c'est-à-dire alors qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes univers. Hein. Il y a une petite ville de Bretagne, plutôt agricole, il y a une petite ville côté de Rouen, il y en a une autre à côté de Dunkerque, et puis nous. Et on se rend compte qu'effectivement, on a quand même des choses qui sont très, très communes au niveau de notre méthode de faire, même si les choses sont différentes. Et puis, au-delà de ça, maintenant, on est parti, c'est surtout Jean-François Caron, Julien, que j'ai vu que quelqu'un tout à l'heure le citait dans les commentaires, Julien Perdrija, ils sont en train de travailler effectivement sur cette fabrique des transitions, et où l'idée, c'est effectivement de partir du terrain, de partir des expériences de chacun, avec le respect évidemment de chacun, etc., et de construire quelque chose en partant de la base, en partant des expériences communes de terrain, et non pas simplement avec des théories qui viennent d'en haut, etc. L'idée, c'est que ce qu'on voit de toute façon, on peut dire, hein, de ce qui vient d'en haut, on ne peut pas attendre forcément de solutions, de révolution. On le voit dans l'après-crise, on a dit le monde va changer, mais c'est pas garanti du tout que le monde va changer quand on voit la réaction du côté économiste, des secteurs économiques, etc. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et donc nous, ce qu'on dit d'une manière générale, c'est que s'il y a des solutions qui arrivent et qui deviennent pérennes par la suite, ça viendra du terrain. Jean-François a eu l'occasion de rencontrer le président de la République, entre autres, en haut d'un de nos terris, et c'est ce qu'il lui a exprimé à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'effectivement le changement, c'était comme ça que ça pouvait se faire. Voilà ce que je peux en dire pour l'instant. Alors après, il faut aller voir sur les sites, hein, il y a tout un tas de choses à développer. Il y a une charte qui est signée par les participants. C'est vraiment en train de monter en puissance. Il y a énormément de personnes, de collectivités, d'acteurs divers qui se rallient à cette démarche. Et c'est vraiment en belle extension. Voilà. Très bien, merci Francis. Je vais demander à Romain d'allumer sa caméra. Alors, il est vraiment là, il est à côté de moi, donc je confirme qu'il est derrière son écran. Ouais. Alors, attends, peut-être que je peux le faire pour toi. Non, c'est bon. Okay. Bonjour. Alors, j'aurais pas la prétention de conclure cette excellente table ronde parce que vraiment les discussions étaient vraiment d'un super niveau. Je voulais juste essayer de faire le lien un peu avec le reste de la formation parce que vous l'avez compris, on a hier regardé un peu ce qu'était le design de politique publique et les liens qu'il pouvait y avoir avec ces questions de résilience. Et donc, le groupe va continuer cet après-midi de travailler un peu ces questions-là, notamment avec les logiques de co-conception qu'on va essayer d'expérimenter à distance. Ce ne sera pas forcément évident, mais en tout cas, ça sera nouveau. Moi, je voulais peut-être terminer par vous entendre sur peut-être des recommandations que vous avez commencé à formuler sur comment est-ce qu'on peut bien concevoir pour la résilience, puisque le design, c'est une méthode de conception de politique publique. Et dans ce que vous avez dit, je retiens déjà qu'il ne faut pas en faire un business,
Je pense que c'est important de le rappeler en essayant de garder à la fois une humilité et une intégrité qui, pour moi, est liée de toute façon à l'action publique, mais qu'il faut rappeler ici. J'ai entendu maintenant que tu disais attention à l'obsolescence. C'est vrai qu'il y a souvent cette facilité, enfin, cette tentation de la facilité de la réponse à court terme et de se dire mais finalement cette réponse, est-ce qu'elle est valable dans le temps? Il y a la question de penser les différentes formes de crise dont maintenant tu disais qu'elles étaient en cascade, mais finalement en lisant notamment les commentaires, je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux travailler sur des stress tests, c'est-à-dire faire semblant qu'il y a des crises et du coup pour s'amener à s'y préparer, mais probablement avec des sujets comme le changement climatique dont on a du mal à mesurer la matérialité, peut-être que c'est un bon moyen de le faire. En tout cas, peut-être que le design et plus largement tout ce qui est de l'ordre de la matérialisation, de la tangibilisation, ça peut permettre de prendre en compte mieux ces crises-là. Mais finalement, est-ce que la résilience, c'est pas faire face finalement, c'est plutôt une capacité de faire face, quelle que soit la crise. On a vécu des attentats terroristes, on a vécu une crise sanitaire, on vit régulièrement des crises économiques, et même si on n'est pas tous touchés de la même manière, voilà, est-ce que finalement, comment finalement la conception peut amener à anticiper les crises quelles qu'elles soient? Et puis finalement, il y a cette histoire du prototypage qui est très liée aux notions de design, dont je me demande si ce n'est pas un moyen de faire l'aller-retour entre ce que tu disais Manon, entre le stratégique et l'opérationnel, ou en tout cas entre le décisionnel et l'opérationnel, c'est-à-dire qu'en mettant en forme rapidement une proposition, on peut rapidement se dire ou aller voir les décideurs, se dire est-ce que on va dans la bonne direction, et en passant par l'opérationnel finalement en direct, en court-circuit comme tu disais. Mais c'est aussi peut-être un support de discussion pour amener justement ce contrat social, ou en tout cas cette participation impliquante que vous appelez de vos voeux, et du coup amener le conflit aussi autour de cet objet pour que chacun puisse se positionner. Et je terminerai sur un élément qui me paraît important et qui a été surtout abordé par Francis sur la question de la culture, et moi j'en appellerais à l'irrationnel, c'est-à-dire qu'on s'est posé ensemble la question des rationalités techniques, politiques. Enfin, c'est Manon qui nous a parlé de ça. Moi je me dis oui, mais l'humain étant ce qu'il est, probablement que la conception des politiques publiques, elle ne se construit pas que sur du rationnel. Donc, comment on travaille ça? Et Francis, moi, je suis beaucoup intéressé par cette question de fierté, parce que dans un territoire comme le vôtre, où on voit que pas très loin, il y a des mairies qui passent au Front National en jouant sur la fierté, je trouve ça vraiment éclairant de voir comment vous, de cette fierté-là, vous avez réussi à en faire finalement un objet de cohésion. Et je termine là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'interroge dans cette question de résilience. Comment est-ce qu'on peut être fier et ensemble sans se replier sur soi? On voit toutes les logiques de survivaliste où pour faire face à la crise, je vais me devenir un super-héros au fond de ma forêt et rien ne pourra m'arriver. On voit des gens qui disent c'est à l'échelle locale que ça doit se passer, ou à l'échelle de ma rue ou de ma famille. Comment est-ce qu'on arrive quand même à faire un contrat social dont tu parlais, Stéphane, mais pour vivre ensemble aussi à grande échelle, quoi. Et hier, dans nos discussions, on a pas mal aussi fustigé l'État qui empêche les territoires d'être résilients, etc. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire, toujours dans cette conception, pour aller chercher cette fierté sans repli, quoi. Et je ne sais pas si vous voulez terminer par un petit mot là-dessus, ça m'intéresserait. Moi, je peux vous dire un petit mot de notre expérience, c'est qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé que le maire précédent, au moment de la crise, il a voulu redonner de la confiance en soi aux gens, et c'est parti de la mise en lumière du patrimoine, de l'expérience des gens, de toute l'expérience sociale des villes, avec
les harmonies, le football, etc. Enfin, tout un tas de… Parce que la mine, c'était une véritable société, très complexe et très, très bien organisée, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments positifs, et que cette recherche s'est faite autour de ça, et que du coup, les gens se sont dit, mais finalement, notre expérience, elle n'est pas si mal que ça, et qu'on n'est pas aussi nul que ça. C'est pas parce que l'État a arrêté les mines que, voilà, nous, on existe, on a un certain nombre de richesses. Et puis, on a cultivé aussi, mais ça, c'est depuis longtemps, l'esprit lossois. Bon, c'est une démarche qui peut paraître un peu chauvine, mais qui fait qu'en fait, les habitants appartiennent à quelque chose, appartiennent à une histoire. Et le fait, ça a été un élément extrêmement important. La démarche de dossier de l'UNESCO est partie de Los Angeles, puisque bon, on est effectivement déjà très impliqué dans ces choses-là, et que le jour où effectivement le bassin minier a été effectivement classé au patrimoine mondial, on a vu les gens effectivement s'ouvrir et puis dire ben voilà, nos pyramides sont nos terris et elles ont la même valeur, elles sont classées au même niveau que les pyramides d'Égypte, etc. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, puisqu'on est passé d'un extrême négatif au moment de la crise où maintenant, et du coup, cet esprit-là, alors dans les autres villes du bassin minier, on aurait pu avoir cette même réaction, mais je pense qu'on ne l'a peut-être pas cultivé de cette manière-là. Après, il y a tout un travail, alors je ne vais pas me lancer dans une démarche politique, mais il y a tout un travail, je pense que les cadres socialistes, puisque le bassin minier, globalement, c'est ou communiste ou socialiste, enfin c'était, et toute cette… quand les houillères se sont arrêtés, on a parlé beaucoup du paternalisme des houillères, et les houillères prenaient tout en main. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de… La crise sociale, elle continue de durer parce que les gens étaient habitués à ne pas avoir d'initiative, par exemple, pour chercher une carrière ailleurs, etc. Parce que j'étais forcément imbriqué, le père, le fils, le petit-fils, tout le monde travaillait à la mine, en gros, pour résumer très schématiquement. Et quand les mines se sont arrêtées, les grands, les petits éléphants, par exemple, de notre région, se sont comportés aussi en paternalistes. Donc, j'ai d'ailleurs des élus qui l'ont avoué après coup, mais qui effectivement se sont comportés comme ça. Et puis, à un moment donné, la crise sociale, tout ça, ils n'avaient pas la baguette magique pour dire on va s'occuper de vous. Les houillères, ils avaient les moyens de dire vos enfants, on va les faire travailler. Mais par contre, là, ça ne s'est pas passé de la même manière. Et aujourd'hui, il y a une réaction, en fait, je pense, de la population qui dit vous, grosso modo, vous nous avez laissé tomber, quoi. Alors qu'évidemment, nous, on n'a pas eu la même démarche. Sauf que nous, à l'échelle d'une ville, on ne va pas distribuer des emplois, etc. C'est évidemment un peu compliqué. Mais on voit quand même qu'il y a un secteur économique qui commence à se développer. Sur le 11-19, il y a eu 150 emplois de créés autour du carreau de fosse, avec des emplois en plus qualifiés, avec des ingénieurs, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a des choses qui se bougent. Le commerce local est aussi assez relativement florissant. Il y a pas mal de commerces locaux, alors que ça disparaît dans les autres villes à cause des centres commerciaux qui sont situés en périphérie. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie de l'esprit, et je pense que ça participe au fait de la fierté, je dirais d'une fierté bien placée, pour conclure. Merci Francis. Alors, je vais demander à Manon là, qui souhaite réagir, et si Stéphane veut le faire aussi, d'être succinct. On a déjà 8 minutes de retard, donc si vous pouvez, petite mot de conclusion en réponse à Romain, ce serait parfait. Du coup, très rapidement, je voulais dire que moi j'ai l'impression que la crise, c'est quand même véritablement une bonne fenêtre d'opportunité pour le design, parce que il y a une sorte d'évidence, c'est-à-dire que tant du côté de l'observation des usages que de la capacité à justement faire des stress tests, comme tu disais, et du prototypage, mais aussi à être beaucoup plus focalisé sur les politiques publiques du quotidien. Là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans cette crise, c'est qu'on a arrêté de parler grands projets. D'ailleurs, il y en a même certains qui se sont fait bouler, comme le disait Stéphane, à Toronto. On a parlé des politiques publiques du quotidien, de comment est-ce qu'on va aller acheter son pain, de comment est-ce qu'on va continuer à faire du sport, etc. Et je pense que la conception, le design est dans sa capacité à parler de choses ultra concrètes qui nous touchent en tant qu'usagers. Il y a une forme d'évidence, en tout cas pour moi. Et la deuxième chose que je voulais dire sur le rapport à l'irrationnel, moi, par exemple, je travaille dans le Grand Lyon sur la question des sentiments d'injustice
provoqués par les politiques publiques. Donc la question, c'est au lieu de regarder uniquement, concrètement et objectivement quelles sont les inégalités qu'on peut objectiver, que peuvent provoquer telle ou telle politique publique, ou auxquelles elles ne peuvent pas répondre, il faut aussi regarder le subjectif et les sentiments d'injustice provoqués par telle ou telle politique. Et je pense que sur ce que tu disais sur l'irrationnel, il y a un vrai enjeu à ce qu'on ouvre la boîte noire de l'irrationnel, des représentations, des sentiments, parce que ça fait partie de la conception des politiques publiques et qu'on a bien trop tendance, par une culture du diagnostic, de l'objectivation, de la caractérisation chiffrée, etc., à le mettre de côté. Je passe mon tour, Boris. Écoute, je ne sais pas si je dois te remercier ou pas. En tout cas, je vous remercie, je vous remercie tous infiniment. C'était un échange vraiment très riche. Je suis heureux qu'on ait pu le faire malgré le contexte. Et bon, ça aurait été sympa de le faire à Cluny, dans le campus ABI. Il y aura d'autres occasions. Je vais proposer à Céline d'allumer sa caméra pour annoncer la suite, ce qui va se passer dans l'autre lien Zoom qui vous a été expliqué. Et puis moi, je vous remercie. À cet après-midi pour ceux qui suivent les échanges de cet après-midi.